Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, la pyramide décisionnelle. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer des données RH qui peuvent paraître un peu froides, vous savez, de simples chiffres, en une véritable histoire. Une histoire stratégique qui a du poids. C'est parti! Et voilà, ça commence toujours comme ça, n'est-ce pas? Avec la question, celle que tout DRH entend, posée par son directeur général. Alors, mettons-nous dans ses baskets. À partir de maintenant, toute notre crédibilité repose là-dessus, sur notre capacité à répondre, pas avec des sentiments, non, mais avec des faits. Des faits qui, mis bout à bout, racontent une histoire qui a du sens. Et comme pour toute construction solide, on commence par la base. Le premier étage de notre pyramide, c'est le socle opérationnel. Et là, la règle d'or, elle est toute simple. Il faut que la donnée soit fiable. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, et c'est crucial, qu'elle soit bien interprétée. Parce que si on se trompe là-dessus, eh bien tout le reste de la pyramide s'écroule. Ok, premier cas pratique. On se met en situation. On est dans une entreprise et on constate une augmentation des retards. On a les chiffres bruts. Sur 500 ouvriers, il y en a 10 qui ont accumulé 2 heures de retard chacun. Les 490 autres sont parfaitement à l'heure. La question c'est, qu'est-ce qu'on montre au DG ? Le premier réflexe, ce serait peut-être de faire une moyenne, de simplifier, mais c'est vraiment la meilleure idée. Parce que si on ne donnait que la moyenne, voilà ce qui se passe. Le DG, il voit quoi? Ah, en moyenne, on a 15 minutes de retard par personne. Le problème a l'air petit, et surtout, il a l'air d'être partout, d'être généralisé. Et là, la tentation est grande. Allez, on fait une note de service pour tout le monde, une sanction collective. Sauf que ce serait une énorme erreur de management. En réalité, la bonne réponse, c'est de regarder l'écart type. Je sais, ça peut faire un peu peur comme mot, mais c'est un outil hyper puissant. En gros, il nous montre à quel point les données sont dispersées. Et ici, il nous crie que la dispersion est gigantesque. Ça veut dire quoi? Que le problème n'est pas du tout général. Au contraire, il est ultra concentré sur un tout petit groupe de 2% des effectifs. Et c'est là que tout se joue. Le bon indicateur nous fait passer d'une sanction collective qui aurait été super injuste à une action ciblée et individuelle. C'est ça l'équité managériale. On ne va pas taper sur les doigts des 98% qui font leur travail impeccablement. Non, on va s'occuper du problème là où il est vraiment. Une donnée juste mène à une décision juste. C'est aussi simple que ça. Allez, un autre exemple, mais c'est exactement le même principe. On a un taux d'absentéisme qui grimpe à 12%. Là, c'est le voyant rouge qui s'allume. Le premier réflexe serait de se dire « Mince, les gens sont malades, il faut peut-être revoir la mutuelle santé ». Mais attention, le chiffre brut, le 12%, il ne raconte qu'une partie de l'histoire. Il faut creuser. Et quand on creuse, justement, on découvre quelque chose de très intéressant. 90% de ces absences ne durent qu'1 ou 2 jours. Et ça, c'est le symptôme classique, pas d'un problème de santé, mais d'un problème de motivation. C'est du micro-absentéisme. Du coup, l'enjeu décisionnel, il change du tout. Il ne faut pas mettre de l'argent dans une nouvelle mutuelle, mais plutôt lancer une enquête sur le climat social. Vous voyez, le chiffre nous dit quand les gens sont absents, mais c'est l'analyse qui nous dit pourquoi. Ok, on monte d'un cran dans notre pyramide. On arrive au deuxième niveau, le pilotage tactique. Là, on va utiliser les données pour prendre de meilleures décisions au quotidien. On parle de quoi? Du recrutement, de la formation, de la gestion des salaires, bref, de l'optimisation des ressources. Imaginez le cauchemar. Une start-up en plein boom, elle recrute 10 développeurs super prometteurs. Et là, le drame, 4 d'entre eux claquent la porte pendant leur période d'essai. C'est un échec cuisant, on est d'accord. Mais comment on mesure l'ampleur des dégâts? Quel est le chiffre, le KPI, qui va vraiment faire sursauter la direction? Le voilà. Le chiffre qui met tout le monde d'accord. Le coût d'un recrutement raté. Et ça se chiffre à près de 3 millions de dinars. Là, on ne parle plus de « c'est dommage », on parle d'un impact financier direct et massif. Et c'est cet indicateur-là qui transforme un simple problème RH en un véritable problème business qui intéresse tout le monde au sommet. Mais au-delà de l'argent, ce chiffre a une autre vertu. Il nous force à nous regarder dans le miroir, à nous poser les vraies questions. Est-ce qu'on a été honnête pendant les entretiens? Est-ce que la promesse qu'on a vendue correspond à la réalité du quotidien? Est-ce que notre processus d'intégration est défaillant? D'un seul coup, la donnée ne pointe plus seulement un coût, mais une faille stratégique dans notre attractivité. On passe à un sujet plus délicat, l'équité salariale entre hommes et femmes. Les premières données arrivent, on a un écart de salaire moyen de 15%. Ouch! C'est un chiffre qui choque, qui peut créer beaucoup de tension. Mais si on regarde un autre indicateur, la médiane, l'écart n'est plus que de 2%. Alors, comment expliquer un tel fossé? C'est un piège statistique ultra classique. En fait, la moyenne est complètement faussée. Pourquoi? Parce qu'elle est tirée vers le haut par quelques très hauts salaires qui se trouvent être masculins au sommet de la hiérarchie.
Alors que la médiane, elle, c'est différent. C'est le salaire de la personne qui est pile au milieu si on alignait tout le monde. Et elle nous donne une image beaucoup plus juste de ce que vit la majorité des salariés. Donc l'enjeu, c'est bien de choisir le bon indicateur pour raconter la bonne histoire. Si on communique sur la médiane, on peut rassurer les équipes. On montre que pour la plupart des gens, la politique salariale est équitable. Ça permet de désamorcer les tensions et de garder un bon climat social. C'est vraiment un acte de management et de transparence. Allez, on continue notre ascension. On arrive au 3e étage de la pyramide. Et là, on touche au cœur du réacteur de l'entreprise, la performance et l'engagement. C'est ici que les données nous aident à piloter ce qui fait vraiment tourner la machine. Imaginons un centre d'appel. Si on donne juste le chiffre global du turnover, ça ne va pas dire grand-chose. Par contre, si on commence à segmenter, à regarder par population, là, l'histoire devient tout de suite beaucoup plus claire. Et souvent, beaucoup plus alarmante. Un turnover de 40% chez les conseillers clients, ce n'est plus du turnover, c'est une hémorragie. Et ce graphique le montre parfaitement. On voit bien que ceux qui sont en première ligne au contact des clients, ils s'en vont massivement. Le cœur de l'activité est en train de fuir. Et pendant ce temps, les managers, eux, ils restent. Mais ils s'épuisent, ils passent leur temps à former de nouvelles recrues qui vont partir quelques mois plus tard. C'est un cycle infernal. Face à ça, la décision stratégique, elle devient évidente. Il faut arrêter d'essayer de remplir un tonneau qui est percé. L'urgence absolue, ce n'est plus de recruter à tout de bras, c'est de retenir les gens qu'on a. Ça veut dire quoi? Investir dans leurs conditions de travail, dans leur bien-être. C'est ça la vraie priorité. Et c'est bien plus rentable sur le long terme. Et nous y voilà, le sommet de la pyramide, le niveau stratégique. C'est ici que les données RH changent complètement de dimension. On ne parle plus seulement d'opération, on parle d'influencer directement la stratégie globale de l'entreprise, sa vision à long terme. Et pour ça, il y a un indicateur qui parle la langue des dirigeants. C'est le ratio masse salariale sur valeur ajoutée. C'est un ratio purement économique qui met en relation ce que nous coûtent nos salariés et la richesse qu'ils créent pour l'entreprise. Et là, on constate que ce ratio, il augmente depuis 3 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est simple. Et c'est inquiétant. Ça veut dire que chaque dinar que l'on investit dans nos salaires nous rapporte de moins en moins de valeur. Il n'y a que 2 explications possibles. Soit la productivité est en baisse, soit les salaires augmentent plus vite que notre performance. Mais dans les 2 cas, le résultat est le même. La rentabilité de l'entreprise est en train de s'éroder. Et c'est à ce moment-là que la fonction RH prend toute sa place de partenaire stratégique. On n'est plus du tout dans le social ou l'administratif, on est au cœur du pilotage de la performance économique. Ce simple ratio, il ouvre la porte à des discussions fondamentales pour l'avenir. Faut-il qu'on réorganise complètement le travail? Est-ce le moment d'investir massivement dans l'automatisation? Les RH sont au centre de ces décisions. Alors, si on résume tout ce parcours, notre pyramide repose sur 3 piliers. D'abord, la data. Il faut une donnée qui soit propre, fiable. Ensuite, le storytelling. Il faut choisir le bon KPI, le bon indicateur, pour que cette donnée raconte une histoire claire. Et enfin, la décision. L'objectif final, c'est d'utiliser cette histoire pour aligner le capital humain avec la grande stratégie de l'entreprise. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La donnée brute en soi, ce n'est que du bruit. Le bruit de fond permanent de l'entreprise. Le vrai rôle, la vraie valeur ajoutée de la fonction RH aujourd'hui, ce n'est pas de collecter ce bruit, c'est d'être capable de l'écouter, de le comprendre pour en faire une mélodie stratégique qui soit audible et inspirante pour le directeur général. Et c'est cette mélodie qui guidera les plus grandes décisions.